Bonjour à tous, je m'appelle François Chasset, je suis dermatologue dans le service de dermatologie de l'hôpital Tenon. Aujourd'hui, je vais vous parler des manifestations cutanées des vascularites. C'est un topo qui a été discuté avec l'association des patients de vascularites dont on a un peu discuté du plan ensemble. Et donc je vais vous dire brièvement ce qu'est une vascularite, quelles sont les principales atteintes dermatologiques des vascularites. Cette partie-là sera finalement à la fois pour les patients mais aussi pour les étudiants en médecine ou les médecins non dermatologues. Et plus pour les patients, on va discuter des objectifs des traitements sur la peau, quels sont les effets indésirables dermatologiques des différents traitements. On va parler un petit peu de photoprotection et on dira brièvement un mot sur les tatouages, très bref car il y a eu une vidéo récente de la FAI2R sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'une vascularite ? La définition d'une vascularite finalement est histologique, mais globalement les vascularites ça comprend un groupe hétérogène de maladies qui sont caractérisées par une inflammation d'un vaisseau sanguin avec au niveau histologique une atteinte inflammatoire et une destruction de la paroi des vaisseaux. On classe classiquement les vascularites en vascularites des grands, des moyens et des petits vaisseaux, je vais y revenir. Et on utilise très souvent la classification de Chapel-Hill qui justement utilise ces tailles des vaisseaux pour parler des différents types de vascularites. Donc on a classiquement dans les grands vaisseaux les vascularites de artérite à cellules géantes et maladie de Takayasu. Dans les vascularites des moyens vaisseaux, la périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki. Et puis dans les maladies des petits vaisseaux, on distingue les vascularites à dépôt de complexe humain et les vascularites post-immunes ou vascularites à ANCA. Et enfin, dans ces vascularites, on a des formes cutanées ou isolées prédominantes ou des formes systémiques dans lesquelles on peut avoir une atteinte cutanée. Alors finalement, ce qui est plus intéressant, peut-être plus pour les étudiants en médecine, c'est cette classification pragmatique des vascularites. En effet, il n'y a pas que ces entités individualisées dont je viens de parler, il y a de multiples causes de vascularites, il n'y a pas forcément que les maladies auto-immunes, il y a des vascularites de contact, d'efforts alimentaires, des choses simples, des vascularites médicamenteuses avec des vascularites d'hypersensibilité, des vascularites satellites de maladies infectieuses, des bactéries, des virus, les vascularites dont on va parler un peu plus aujourd'hui, des vascularites satellites d'autres maladies inflammatoires comme les conjonctivites et les MICI, des vascularites associées à des hémopathies ou des cancers, et enfin les vascularites liées aux anomalies biochimiques comme les cryoglobulinémies, etc. Alors, qu'est-ce qu'une vascularite cutanée ? Ce qui est important est de voir un petit peu au niveau de l'anatomie comment se passe la peau, et dans la peau on a différents types de vaisseaux. On a deux plexus, le plexus vasculaire profond qui contient des vaisseaux de moyen calibre et le plexus vasculaire superficiel qui contient des vaisseaux de petit calibre. Et donc ce qui est important est de dire c'est qu'il n'y a pas de vaisseaux de grand calibre dans la peau, et donc théoriquement il ne devrait pas y avoir de manifestation cutanée spécifique des vascularites des grands vaisseaux. On va voir que ce n'est pas exactement ça, mais en pratique, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que les atteintes dermatologiques, ça se voit surtout dans les vascularites des moyens et des petits vaisseaux. Alors, comment on fait le diagnostic d'une vascularite ? Il faut faire donc une biopsie cutanée le plus précocement possible. Ça permet d'une part de confirmer le diagnostic et d'autre part, ça nous oriente sur le plan étiologique. Ça nous oriente en fonction du calibre des vaisseaux atteints, petit versus moyen vaisseau comme on a parlé, sur la nature de l'infiltrat, est-ce que les cellules sont plutôt des neutrophiles, des lymphocytes, est-ce qu'il y a du granulome? Et puis on peut réaliser un deuxième type de prélèvement, une immunofluorescence directe qui va rechercher des dépôts de compléments ou d'immunoglobulines qui va nous aider à orienter certains sous-groupes de vascularites. On peut utiliser pour ça un punch, donc une biopsie au trépan, dans lequel on a généralement une partie superficielle de la peau jusqu'au derme. Et en cas de vascularite avec des lésions profondes et infiltrées, on préférera une biopsie chirurgicale au bistouri qui permettra d'avoir une atteinte de l'hypoderme, ce qui est utile en cas de suspicion de vascularite de moyen calibre. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une vascularite, quelles sont les principales atteintes dermatologiques des vascularites ?
Donc, on vient de le dire, quand on reprend cette classification et si on part sur les vascularites des grands vaisseaux, artérite à cellules géantes et artérite de Takayasu, il n'y a pas de vaisseau de grand calibre dans la peau. Donc, la maladie de Takayasu, vous le savez, c'est classiquement des maladies qu'on évoque chez des claudications ou des abolitions des pouls dans les membres supérieurs ou des hypertensions inexpliquées chez les gens de moins de 50 ans. Alors, au niveau dermatologique, finalement, on va noter deux choses importantes. C'est assez classique de voir des hypodermites septales, ce qu'on appelle les érythèmes noueux. Néanmoins, quand on biopsie la peau, on ne retrouvera pas de vascularite. Et on trouve plus souvent chez les Asiatiques des lésions ulcérées, qu'on dit un peu pyoderma gangrenosum-like, dans lesquelles néanmoins on peut retrouver parfois des vascularites des petits vaisseaux. Néanmoins, l'atteinte dermatologique de cette vascularité est extrêmement rare. Si on passe à l'artérite à cellules géantes ou maladie de Horton, vous savez que c'est une maladie qu'on évoque devant des signes ophtalmaux, des céphalées, des claudications de la mâchoire, voire un syndrome inflammatoire isolé persistant. Et bien sur la peau, à nouveau, on n'a rien de très spécifique. On notera quand même 2-3 choses un peu plus spécifiques à cette maladie. Déjà, l'induration ou l'abolition du pouls de l'artère temporale qui est parfois très en relief dans ces maladies. Et puis deux choses un peu dermatologiques, la nécrose de la langue ou la nécrose du scalp, où parfois on retrouve une vascularite à la biopsie. Et ce qui est important, c'est qu'on sait que cette nécrose du scalp est associée à des atteintes ophtalmologiques plus graves et à une mortalité de cette maladie, et donc à des formes plus sévères. Si on passe maintenant aux vascularites des moyens vaisseaux, on a deux grandes vascularites, la maladie de Kawasaki, dans lesquelles la peau est extrêmement importante, puisque parmi les critères diagnostiques de cette maladie, on retrouve plusieurs signes dermatologiques. Un exanthème qui est souvent morbidiforme au début et puis souvent un peu plus scarlatiniforme lors de la deuxième semaine, des atteintes des extrémités avec des desquamations, une atteinte muqueuse avec une conjonctivite bilatérale ou une langue framboisée. Néanmoins, si vous biopsiez ces lésions, il n'y aura pas de vascularite à l'histologie. Les signes dermatologiques de cette maladie ne sont pas une vascularite qui est une atteinte des moyens vaisseaux, en particulier, vous le savez, avec l'atteinte des coronaires. Et donc on passe à la périartérite noueuse, qui est l'autre grande maladie des vascularites des moyens vaisseaux. Et cette maladie va intéresser le dermatologue. Il y a à la fois une maladie qui s'appelle la périartérite noueuse systémique et puis la périartérite noueuse cutanée, deux maladies qui sont finalement assez différentes, mais dans lesquelles on peut retrouver des signes dermatologiques. Ce qui est vraiment important, c'est que dans les deux cas, cette vascularite va se définir par une vascularite nécrosante des artères de moyen calibre, avec parfois une atteinte des artérioles et des vénules, avec un infiltrat qui est à polynucléaire neutrophile. Et on distingue la périartérite noueuse cutanée, qui est une maladie chronique évoluant par poussée, avec une atteinte souvent donc cutanée dans 100% des cas, et puis parfois une atteinte périphérique neuropathique ou des arthralgies, mais en regard des lésions cutanées, et puis une maladie systémique grave, parfois mortelle, dans laquelle on peut avoir une atteinte cutanée. Néanmoins, la transition entre la périartérite noueuse cutanée et systémique est absolument exceptionnelle. Alors, quels sont les signes dermatologiques des périartérites noueuses? Dans la panne cutanée, en fonction des études, l'atteinte dermatologique va représenter 30 à 60% des cas, avec des livets d'eau qui sont souvent palpables, des livets d'eau qui sont ramifiés, c'est-à-dire non fermés avec des mailles ouvertes, des purpuras ou des nodules. Donc on voit ici un purpura, on voit ici des nodules sous-cutanés, on voit ici un livet d'eau et on voit ici des nécroses avec de l'atrophie blanche. Dans la panne cutanée, on retrouve également finalement les mêmes lésions avec des nodules dans près de 80% des cas, des livets d'eau et des ulcérations. Et vous voyez à l'histologie faite au bistouri, on retrouvera une nécrose fibrinoïde de la paroi d'une artère de moyen calibre avec un infiltrat à polynucléaire neutrophile. Donc on va passer maintenant aux vascularites des petits vaisseaux qui sont le plus grand spectre de maladies dans lesquelles on va distinguer les vascularites à dépôt de complexe humain et les vascularites post-immunes ou vascularites à encart. Donc le signe dermatologique le plus classique des vascularites des petits vaisseaux est le purpura vasculaire, dont vous voyez deux exemples sur ces photos, avec ici des lésions papuleuses infiltrées purpuriques et puis ici des lésions très polymorphes, papuleuses, presque nodulaires, ulcérées. On peut avoir également des lésions urticariennes ou des lésions nécrotiques, voire pustuleuses dans ces vascularites.
Ce qui est important, et je rappelle pour les étudiants ici aujourd'hui, purpura n'est pas du tout synonyme de vascularite. Purpura peut se voir en cas de thrombopénie, en cas de maladie thrombotique, et puis ici bien sûr dans les vascularites. À nouveau, d'autres photos pour vous rappeler que purpura ne veut pas dire vascularite. Vous voyez ici des lésions livédoïdes et purpuriques d'embol de cholestérol, des lésions purpuriques nécrotiques des mains dans le cadre de nécrose d'un syndrome des antiphospholipides, et puis des diagnostics différentiels, comme ici une ulcération nécrotique dans le cadre d'une angiodermite nécrotique. Alors, parmi ces vascularites à dépôt de complexe humain, on va noter les vascularites cryoglobulinémiques. Et attention à nouveau, cryoglobulinémie ne veut pas toujours dire vascularite. Vous voyez ici ce patient suivi dans le service avec un livédo ramifié important, des lésions purpuriques et nécrotiques des extrémités, et une biopsie qui va trouver non pas de la vascularite mais une thrombose d'un vaisseau du derme, et chez qui on trouvera un diagnostic de cryoglobulinémie type 1, qui est le plus souvent associé à une vasculopathie thrombosante et non pas une vascularite. Par contre, cependant, il y a les vascularites, les cryoglobulines de type 2 et 3, dans lesquelles l'histologie retrouvera fréquemment une vascularite, avec des atteintes qui sont classiquement décrites comme un purpura déclive, souvent infiltré, mais parfois non infiltré, et puis souvent des dermites ocre séquellaires sur les nombreuses poussées. On note parfois également des lésions urticariennes, des livédos et des lésions nécrotiques chez ces malades qui sont parfois très polymorphes. Ensuite, on va parler de la vascularite à IgA. La vascularite à IgA est une maladie qui touche classiquement la peau, les articulations, dans 50 à 75%, le rein qui fait la gravité de cette maladie, avec l'atteinte digestive qui peut également être très grave. Il y a deux types d'atteintes, vous le savez, l'atteinte des enfants et puis l'atteinte de l'adulte, qui peut être associée à des infections ou des cancers solides, en particulier chez l'adulte. Et puis également chez l'adulte, des atteintes, des cirrhoses, des maladies inflammatoires de l'intestin ou les FMF. Donc quelle est l'atteinte classique de la vascularite à IgA? Le plus classique est le purpura maculopapuleux symétrique qui remonte jusqu'aux fesses, avec souvent associé à des éruptions urticariennes. Néanmoins, la vascularité à IgA est extrêmement polymorphe et on a parfois, comme ici, des lésions qui sont très polymorphes, des formes bulleuses, comme ici des lésions nécrotiques avec comme ici ces ulcères périmalléolaires ou des lésions ulcérées. Le traitement de vascularite sur la peau est très mal codifié. Dans les formes bénignes, on peut se contenter de repos ou de contention. L'intérêt de la colchicine est également évalué dans le cadre d'un PHRC, mais dans les formes sévères, comme chez cette malade, on peut discuter une corticothérapie générale ou des traitements systémiques. On a également au sein des vascularites à complexe humain les vascularites urticariennes hypocomplémentémiques. Et à nouveau, il est important de distinguer la forme hypocomplémentémique, souvent systémique, de la forme normocomplémentémique, qui sont souvent des vascularites cutanées isolées. Et vous voyez ici ce tableau de lésions d'urticaire, mais qui va avoir des caractéristiques particulières, une urticaire non prurigineuse et une urticaire fixe, avec des plaques qui durent plus de 24 heures, et qui vont souvent laisser une pigmentation résiduelle. Et un autre point d'appel souvent important dans cette pathologie est la présence d'angioœdème, qu'on retrouvera fréquemment. Et puis on peut retrouver d'autres lésions un peu plus typiques de vascularite, comme un purpurin, un livédo. Ces vascularites hypocomplémentémiques sont souvent isolées, mais peuvent s'associer à d'autres maladies comme des lupus ou d'autres pathologies comme des hémopathies ou d'autres pathologies. Là, il y a souvent une baisse du C1Q, vous le savez, et la présence d'anticorps anti-C1Q. Il peut y avoir des atteintes extracutanées dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui peuvent être sévères. Enfin, donc, si on passe à l'autre spectre des vascularites des petits vaisseaux, on va parler des vascularites posi-immunes ou des vascularites associées aux ANCA, parmi lesquelles on va distinguer trois pathologies, la GPA, granulomatose avec polyangéite, ou la MPA, la micropolyangéite microscopique, qui sont deux maladies finalement assez proches, caractérisées souvent par la présence d'ANCA, PR3 pour la GPA, MPO pour la MPA, et puis le GPA, la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, dans lequel on est finalement plutôt dans le cadre d'un asthme hyperéosinophilique, et finalement la présence d'ANCA qui n'est pas obligatoire. Alors quels sont les signes dermatologiques des vascularites à ANCA?
Si on reprend la grande série de Lorfrumolz publiée sur plus de 1000 malades, vous voyez que globalement, l'atteinte cutanée est retrouvée entre 40 et 50% des malades avec une vascularité ANCA en fonction des pathologies. Et ce qui est important, c'est que si on prend toutes les vascularités ANCA, quand on a une atteinte dermatologique, on a plutôt des vascularites de mauvais pronostic. Alors si on va un peu dans le détail et qu'on rentre dans la granulomatose avec polyangéite, l'atteinte cutanée se retrouve dans 10 à 70% des études, assez rarement révélatrice, dans le moins de 10% des cas. Et les lésions les plus fréquentes, c'est le purpura vasculaire, souvent nécrotique, comme on le voit ici sur cette atteinte du bord latéral du pied. Il y a également des nodules cutanés qui se voient dans près de 10% des cas, comme ces nodules des mains chez ce malade. Et puis il y a des lésions assez caractéristiques et assez évocatrices, en particulier cette gingivite framboisée, qui ne se voit quasiment que dans la granulomatose avec polyangéite. Et puis des lésions plus rares, pas du tout forcément associées à de la vascularite en histologie, avec des ulcérations nécrotiques et puis des lésions à type de xanthelasma qui ne retrouvent pas de vascularite quand on la biopsie, mais plutôt des infiltrats granulomateux. Si on regarde la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, l'atteinte cutanée se retrouve dans 40 à 70% des études et révélatrice dans 20% des cas. Les atteintes classiques sont le purpura vasculaire et les nodules des mains, comme dans la granulomatose avec polyangéite, mais voyez que ces lésions peuvent être assez piégeuses, avec le cas de cette malade qu'on avait vu dans le service, suivi pendant très longtemps pour ce qui avait été étiqueté furoncle ou pyodermite à répétition, qui était traité par antibiotiques à répétition et qui finalement avait une rechute sur la peau de sa maladie qui a pu être prouvée histologiquement et qui finalement était associée à une récidive également de l'asthme et de l'hypereosinophilie dans sa maladie. Et enfin la polyangéite microscopique, dans laquelle on retrouve une atteinte cutanée dans 25 à 60% des cas avec du purpura, du livédo et des nodules, qui est souvent finalement assez proche de l'atteinte dermatologique de la périartéritnose. Alors, on va revenir maintenant un peu plus à des choses un peu plus concrètes, et donc finalement quels sont les objectifs des traitements sur la peau quand on a une atteinte dermatologique d'une vascularite. Donc ce qui est important et qu'il est important que les médecins expliquent bien, c'est qu'il est important de différencier les lésions actives pour lesquelles on veut faire quelque chose de lésions séquelaires chroniques qui sont parfois définitives. Je reprends nos lésions de la patiente juste avant avec les lésions de GPA. Cette lésion-là, elle est inactive, c'est un trouble de la pigmentation qui va persister plusieurs mois et ça, il n'y a rien à faire. Là, à l'inverse, on a sur cette lésion active une lésion ulcérée dans laquelle l'objectif du traitement sera de faire cicatriser la lésion. À nouveau, si on prend ces malades qui ont tous les deux des vascularites avec cryoglobulinémie, ici on a une vascularite active avec un purpura nécrotique dans lequel l'objectif sera de faire cicatriser les malades, alors qu'à l'inverse, cette malade a eu des poussées itératives de sa vascularite et va garder une dermite ocre qui va être séquelaire et qui sera définitif et dans lequel il n'y a absolument aucun traitement pour faire disparaître ces lésions et donc il ne faut pas encourager à surtraiter cette maladie. À nouveau, si on prend les vascularites des moyens vaisseaux, ici cette panne cutanée au diagnostic avec des nodules infiltrés douloureux dans lequel quand on biopsie on a de la vascularite. L'objectif ce sera de faire disparaître les douleurs, d'améliorer les lésions dermatologiques pour qu'elles ne soient plus infiltrées, mais on s'attend à ce qu'il y ait probablement des troubles pigmentaires séquelaires. Alors qu'à l'inverse, sur le tableau de droite, cette malade suivie dans le service qui a une panne cutanée depuis plus de 10 ans et qui est inactive, n'a plus qu'un livédo, et ce livédo, c'est une cicatrice. Et il ne faut surtout pas essayer de traiter ces lésions qui dorment et qui sont cicatricielles et dans lesquelles aucun traitement ne peut être efficace. Finalement, dans le cadre du livédo, seul le bronzage est utile pour améliorer les lésions dermatologiques. Donc, en résumé, il est important de bien distinguer les lésions actives qu'on veut traiter et les lésions inactives séquelaires pour lesquelles nos traitements ne seront pas efficaces. On passe à quelque chose dont on m'avait demandé de parler, des effets indésirables dermatologiques des traitements qu'on va donner pour la vascularite, et en particulier on m'avait demandé d'insister sur l'alopécie. Donc je prends un petit cas clinique d'une malade que j'ai vue il n'y a pas longtemps, ou qui était suivie pour une vascularite avec une granulomatose avec polyangéite, pour le cas de nouveau des lésions dermatologiques, pour laquelle se pose la question d'une rechute. Et je prends ce cas typiquement pour finalement des étudiants en médecine où vous voyez vraiment ce purpura maculeux chez une malade traitée par corticoïdes au long cours et qui finalement a tout simplement un purpura de Batman, une fragilité cutanée
de la prise de la corticothérapie générale et où il ne faut absolument rien faire et rassurer la malade. Donc, quels sont les effets indésirables dermatologiques des corticoïdes? Il y en a beaucoup quand les corticoïdes sont pris au long cours. Les plus classiques sont les cicatrices stellaires avec la peau fragilisée, qui peut aller jusqu'à l'atrophie et l'érosion cutanée, et puis souvent des télangiectasies. Il y a d'autres atteintes dermatologiques des corticoïdes, l'acné, qui est parfois très invalidante pour les malades parce que finalement assez résistante aux traitements classiques qu'on donne dans l'acné, on va dire de l'adolescent, mais qui s'améliore à la baisse ou à l'arrêt du traitement. Pour ce qui concerne l'alopécie, elle est finalement assez rare avec les corticoïdes et c'est rarement le problème, mais parfois elle existe. Voilà, donc ces effets indésirables sont bien sûr à mettre en lumière avec les bénéfices considérables des corticoïdes dans les formes sévères des vascularites et évidemment il faudra essayer de diminuer, voire d'essayer d'arrêter ces corticoïdes, mais c'est des médicaments très précieux dans le traitement de ces vascularites. Alors, j'ai repris finalement les immunosuppresseurs et les immunomodulateurs les plus classiquement prescrits dans les pathologies associées aux vascularites. Alors l'hydroxychloroquine est pas vraiment un traitement des vascularites, mais on la donne souvent dans la périartérite cutanée. Et on a beaucoup parlé d'hydroxychloroquine récemment dans les médias avec le Covid. Donc qu'est-ce qu'on sait? Les traitements indésirables aigus sur la peau, c'est très rare, mais il y a parfois des allergies cutanées qui peuvent être graves, donc il faut le savoir. Il y a d'extrêmement rares aggravations d'un psoriasis. Par contre, au long cours, après plusieurs années, le plaquenil peut donner des pigmentations de la peau et qui peuvent également toucher les muqueuses et les ongles. Le méthotrexate, qu'on donne souvent en traitement d'entretien des vascularites, donne parfois une alopécie dans 1 à 5% des cas, rarement au premier plan, souvent modéré, et il y a parfois des aftes ou des ulcérations. L'azatioprine peut donner une alopécie, mais finalement, vous voyez, assez rare, dans 2 à 3% des cas, parfois un peu plus invalidante. Et il y a, par contre, au long cours, un risque de cancer cutané, ce qui justifie chez les malades sous azatropine, après 5 ans, d'être vu une fois par an par un dermatologue pour vérifier ça. Ça reste quand même très rare. Le mycophénolate mofétyle donne assez rarement une alopécie également, dans 1 à 4% des cas. Le cyclophosphamide, qu'on utilise souvent dans les formes graves des vascularites à ANCA, donne lui pour le coup très fréquemment une alopécie qui parfois est rarement définitive mais qui peut exister, et puis parfois des érythèmes acrales ou des éruptions acnéiformes. Le rituximab, qui est l'autre traitement d'induction ou d'entretien des vascularites à ANCA, donne très rarement des choses sur la peau, mais parfois une urticaire, parfois des maladies sériques, mais c'est extrêmement rare. Et à nouveau, ces traitements, dont finalement les problèmes dermatologiques sont rares, sont extrêmement importants pour le traitement des vascularites. Alors, un mot de photoprotection, puisque c'est quelque chose qu'on m'avait demandé d'aborder. Faut-il utiliser une photoprotection quand on a une vascularite? Quelle photoprotection? Donc, je vais aller assez vite. Pourquoi? D'une part parce que par rapport à la vascularite en elle-même, est-ce qu'il faut une photoprotection? Finalement plutôt non, parce que les vascularites ne sont pas aggravées en particulier par le soleil, contrairement à d'autres maladies dont je vais parler aujourd'hui. Par contre, les traitements plutôt oui, mais voyez, en fait, à part l'azatioprine, le risque de cancer cutané sous ces médicaments est extrêmement rare, et donc à part l'azatioprine qui va nécessiter un suivi dermatologique régulier, les autres ont finalement un suivi dermatologique classique, et donc finalement la photoprotection n'est pas stringente dans les vascularites. Pourquoi je vais assez vite également? Parce qu'il y a une vidéo du docteur Sébastien Buche qui est sur le site de la FAI2R et dont je vous ai mis le lien, qui est un tutoriel très bien fait avec une patiente qui avait un lupus sur comment faire la photoprotection. Donc je vais juste aller finalement très vite. C'est quoi la photoprotection idéale? Je dirais qu'il faut se considérer comme un enfant, c'est-à-dire que c'est comme avec vos enfants. Il faut éviter le soleil entre 11h et 15h. Il faut si possible porter un chapeau et des lunettes de soleil. Les vêtements couvrants, ça dépend du temps, mais c'est mieux, mais bon, faut pas vivre caché. Les crèmes solaires, je ne vais pas les détailler dans ce topo, mais en gros, il faut acheter des crèmes solaires 50+, avec une bonne protection contre les UVA. Et en gros, se rappeler que c'est une cuillère à café pour un visage et une paume de main pour couvrir la surface du corps. Voilà, et puis éventuellement se supplémenter en vitamine D.
le tout bien sûr restant compatible avec une vie normale. Hein, je vous le disais, les vascularites ne sont pas trop aggravées par le soleil. Et enfin, du coup, je vais vous dire un mot sur les tatouages. Mais pourquoi je ne vous dis qu'un mot sur les tatouages? Parce que également dans la FAI2R, il y a eu une vidéo récente du docteur Nicolas Kluger, qui est expert sur les tatouages, qui a repris cette vidéo. Donc je vais résumer en une diapo ce qu'il a dit et qu'il a d'ailleurs gentiment validé. Existe-t-il un risque de vascularite et de tatouage? Peut-être. Il y a de très rares cas publiés de vascularites qui ont été induites après les tatouages, avec certaines personnes qui avaient suggéré le rôle des encres, mais qui finalement ne semblent pas être confirmées, et finalement probablement plus des vascularites infectieuses sur les zones qui ont été tatouées. Alors quelles sont les complications des tatouages? Les plus fréquentes, c'est des infections superficielles ou des retards de cicatrisation, et ça en soi la vascularite c'est pas trop le problème, mais les médicaments qu'on prend pour la vascularite peuvent être un problème, en particulier les corticoïdes ou les immunosuppresseurs. Et donc en pratique, en cas de vascularite, si vous voulez vous faire tatouer, il n'y a pas de contre-indication absolue. Il faut évidemment discuter avec votre docteur et généralement attendre que la vascularite aille plutôt bien. Ce qu'il faudra, c'est avoir des règles d'asepsie strictes et aller voir des gens qui respectent les normes européennes. Essayer d'avoir une maladie inactive avec une faible dose de corticoïdes et si possible un traitement stable, et puis prévenir bien sûr le tatoueur de votre pathologie. Et donc pour résumer et en conclusion des différents messages, les atteintes cutanées des vascularites sont extrêmement polymorphes. Pour les étudiants en médecine, je rappelle que purpura ou livedo ne veut pas dire vascularite et qu'il y a également des vasculopathies thrombosantes en particulier qui peuvent donner ça, ou des maladies emboliques. Le diagnostic repose sur la biopsie de la peau et la confrontation anatomoclinique. En cas de lésions cutanées, il est important de différencier les lésions actives qu'on veut traiter et les lésions séquelaires qui parfois sont définitives, et c'est important de bien expliquer ça aux patients. Les effets indésirables des traitements, voyez finalement que l'alopécie ça concerne surtout le cyclophosphamide, et les effets indésirables sont surtout liés aux corticoïdes, et donc il faut essayer d'avoir des doses minimales de corticoïdes. La photoprotection, elle est essentielle, mais doit rester compatible avec une vie normale. Et la surveillance dermatologique doit être approchée que sous azatioprine. Et enfin, donc le tatouage, pas de contre-indication absolue, mais néanmoins, si possible, maladie inactive et règles d'hygiène. J'en profite du coup pour dire un mot pour les étudiants qui ont pu regarder cette vidéo sur notre DU des manifestations dermatologiques des maladies de système que vous pouvez faire si ça vous intéresse. Et je vous remercie pour votre attention.